Rendez-vous sur notre branche, le podcast. Nous sommes ravis de vous accompagner sur les traces et l'histoire d'un soldat déchiré entre sa famille et sa patrie. Je suis Loïc, généalogiste familial et touristique, enquêteur génétique. Je suis Sandrine, graphiste intuitive. J'accompagne les familles à mettre en valeur leurs histoires de vie pour qu'elles puissent les partager et les transmettre. Aujourd'hui, nous vous racontons donc l'histoire de Charles, un soldat de la Première Guerre mondiale qui s'est retrouvé tiraillé entre sa famille et sa patrie. Un témoignage qui résonnera peut-être avec votre histoire familiale. L'histoire. Charles est né en 1878 à Balazé, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Son père, lui-même prénommé Charles, était laboureur, puis bûcheron, et sa maman, Perrine, cultivatrice. Charles est le deuxième né d'une fratrie de 5 enfants composée de 3 filles et 2 garçons. Il grandit dans une famille marquée par la guerre de 1870. En effet, comme l'indique la case militaire de son papa, il a pris part au conflit dès le 21 juillet 1870, alors incorporé au 7e régiment d'infanterie de lignée. Retour sur la guerre franco-prussienne de 1870. Ce conflit commence le 19 juillet 1870 et s'achève un an plus tard, soit le 29 juillet 1871. Il oppose le Second Empire français au Royaume de Prusse et aux autres États allemands, alliés de l'époque. Il s'achève par la défaite française et est suivi par la chute du Second Empire français et de l'empereur Napoléon III. La Troisième République est alors proclamée et le pays reste extrêmement marqué par la perte du territoire de l'Alsace-Lorraine. Pour l'Allemagne, c'est la consécration de l'unification allemande et le point de départ de l'Empire allemand. La perte du territoire de l'Alsace-Lorraine reste un vrai traumatisme pour un bon nombre de familles françaises. C'est un déchirement. Jeune et engagé. Charles a donc grandi dans un climat de ressentiment familial vis-à-vis des Allemands. C'est certainement ce qui explique qu'il se soit très tôt engagé dans l'armée française, tout comme son frère cadet, Jean. Il a tout juste 17 ans quand il s'enrôle comme soldat volontaire, le 11 novembre 1895. Un an plus tard, il incorpore le 65e régiment, toujours comme volontaire pour une durée de 4 ans cette fois. Sur sa fiche matricule, on peut lire sa description physique. Charles est châtain, aux yeux bleus, avec un front rond, un nez droit, une bouche moyenne, un menton pointu et un visage ovale. Il mesure 1,64 m et exerce la profession de laboureur. Au fil des années, il gravit les échelons. À 20 ans, il est nommé caporal et à 21 ans, sergent. Le 11 novembre 1900, il se réengage pour 2 ans avant de se retirer de l'armée pour fonder sa famille. C'est à ce moment-là qu'il intègre la 19e conservation des eaux et forêts comme garde au pont de C en Loire-Atlantique. Cette affectation spéciale durera 10 ans, jusqu'en 1914. Trêve familiale. Charles s'installe en Loire-Atlantique où il se marie avec Adélaïde. Cette jeune femme de Missillac, de 3 ans son aînée, est sans profession à l'époque. En 1904, Charles intègre la 19e conservation des eaux et forêts pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. En 1905, le couple, alors installé à Rezé, donne naissance à son premier fils, Charles. Et oui, encore un Charles. À l'époque, il était de coutume de transmettre son prénom à son premier-né. En 1907, un second fils, prénommé René, vient agrandir la famille. Il goûte à une vie paisible, non loin de la Loire et de l'océan Atlantique. Un bonheur troublé de courte durée. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et réveille les instincts patriotes de Charles. Il a alors 36 ans. Il est tiraillé entre sa famille et son devoir qui lui dicte de venger l'honneur de son père et de sa patrie, bafoué par la défaite de la guerre de 1870. Pour lui, l'honneur de la France passe avant tout, même sa propre famille. Malgré les demandes insistantes de sa femme Adélaïde, Charles est décidé à partir au front, laissant derrière lui sa femme et ses 2 fils alors âgés de 10 et 7 ans. Ce choix est déterminant et lourd de conséquences pour la vie de Charles. Il s'engage donc le 29 juillet 1914 et reçoit son ordre de route par le ministère de la Guerre. Il est affecté à la 9e compagnie de chasseurs forestiers et se rend à la caserne de Tours. Le 4 août 1914, date à laquelle démarre un chapitre douloureux de la vie de Charles. C'est le départ pour le front, plus de retour en arrière possible.
La guerre commence. Malgré son éloignement, Charles ne cesse jamais de penser à sa famille. Une cinquantaine de cartes écrites de sa main pendant le conflit apportent des nouvelles à son plus jeune fils René, qui a alors 7 ans. On peut ressentir les liens forts qui les relient malgré le contexte meurtrier. À la lecture de cette correspondance, on comprend que son fils cadet est le seul à lui écrire. À l'école, il apprend tout juste à écrire, et on peut ressentir à quel point son papa est fier de lire les progrès de son fils. Le 31 août 1914, Charles écrit. Mon cher Petiot, je t'envoie 2 mots pour te faire savoir que j'ai bien reçu ta lettre, qui m'a fait bien plaisir. Prenez courage tous les 3. Je t'embrasse, ainsi que ton frère et ta maman. À bientôt, je l'espère. Le 26 septembre 1914, depuis le front d'Ypres, en Belgique, il continue d'écrire et se veut rassurant. 9h du matin. Nous avons gagné 3 kilomètres sur l'ennemi. Papa bien portant. Bien le bonjour à tous. Bonne santé. Bon courage, mes amis. Bref, mais un écrit qui va droit au but. On peut imaginer que les combats qui l'entourent sont pressants, mais malgré tout, il prend quelques instants pour son fils. Toujours plus loin. Octobre 1914. À sa demande, Charles est affecté au 68e régiment d'infanterie. Novembre 1914, à 3 jours d'intervalle, il est blessé par un éclat d'obus, à la jambe, puis au bras. Il n'est pas évacué et reste actif sur le front de Zilbeke en Belgique. Comme une devise, ne jamais rien lâcher et tenir. Sa bravoure est reconnue. Le 18 novembre 1914, on lui décerne une médaille militaire, la Croix de guerre. Charles continue sa progression et est nommé sous-lieutenant le 25 janvier 1915, puis adjudant-chef. Il continue d'écrire à son fils et on comprend que cette correspondance est essentielle pour lui, comme pour bon nombre de soldats de l'époque. Ces lettres apportent réconfort et soutien. Le moral des troupes est important. Le 24 février 1915, il écrit. Mon cher petit bonhomme, je suis flatté de recevoir de tes nouvelles, et surtout ta belle carte. Aussi, aujourd'hui sitôt reçue, je te rends réponse. Je vois que si je ne suis pas auprès de vous, vous ne m'oubliez pas, et j'en suis très content. C'est ce qui me donne le courage que je conserve aussi. Bon courage et merci. À bientôt. Ton père qui t'aime. Parmi les nombreuses cartes préservées sont conservées quelques coupures de presse de l'époque. Elles complètent le tableau plus sensible et personnel apporté par cette correspondance. Le 25 janvier 1915, la presse relaie ses derniers faits d'armes. Il est écrit. Au moment où la première attaque s'est produite sur le front de sa compagnie, est monté debout sur le parapet de la tranchée et a dirigé le tir de ses hommes avec le plus grand calme, leur disant simplement « Pour la fête à Guillaume, mes enfants, tirez bien !» Chasseur forestier volontaire, plein d'entrain et de courage, d'un bel exemple pour tous. Quelques semaines plus tard, en mars 1915, le journal local publie une lettre que Charles a adressée à ses parents. Elle explique pourquoi il est habité par un sentiment de défense de sa patrie si fort. La guerre de 1870 a laissé des traces indélébiles chez de nombreux Français. Le journal titre l'article ainsi : « Un père bien vengé ». Un adjudant guérandais adresse à sa famille la lettre suivante qui ne manquera pas d'intéresser nos lecteurs. 11 mars 1915. Bien chers parents, ce soir je veux vous donner de mes nouvelles et vous faire savoir que je suis toujours bien portant. Bien cher père, depuis 1870, personne n'avait été à même de vous venger de tout ce que ces bip vous avez fait endurer. Eh bien aujourd'hui soyez heureux, vous avez des enfants qui se chargent de leur faire chèrement payer toutes les méchancetés à votre égard. Le 25 janvier au matin, après avoir été canonnés et bombardés par ces S bip, nous vîmes arriver sur nous en colonne par 4 sur 150 mètres d'étendue, mais je ne les trouvais pas assez près à 150 mètres. Aussi ai-je retenu le feu de ma compagnie, et lorsqu'ils sont arrivés à une vingtaine de mètres de notre tranchée, ne croyant sans doute rien trouver devant eux, je les ai fait zigouiller. À 3 reprises différentes, ils se sont présentés ainsi, et à ces 3 reprises, ils ont été salués pareillement. N'êtes-vous pas bien vengés, comme je vous le disais plus haut ? Ce jour-là, j'étais resté seul à ma compagnie. Mon capitaine était parti malade la veille. L'un de nos lieutenants avait été tué le même jour, et l'autre évacué pour le typhus. Mais je restais heureusement là, bien portant, et j'ai fait sentir aux Boches que j'y étais sûrement, sans intention de lâcher prise. Dans toute cette affaire, je n'ai perdu qu'un seul homme. Nous goûtons en ce moment un repos bien gagné. Mais la situation ne vaut pas que nous y restions longtemps. Enfin, j'espère pouvoir vous annoncer prochainement ma nomination au grade de sous-lieutenant, car je suis proposé d'office par mon général. Recevez, chers parents, etc. Charles Helot.
Quelques jours plus tard, en avril 1915, il quitte le front pour devenir instructeur et former d'autres soldats de la classe 1916. Fin 1915, il est nommé sous-lieutenant à titre définitif et rejoint le 90e régiment d'infanterie, 5e bataillon. Il est envoyé dans le nord de la France, à Loos-en-Gohelle. L'année suivante, il rejoint le 332e régiment d'infanterie. Une longue guerre. Le conflit dure et à la lecture des cartes, on lit les espoirs de Charles. Bientôt la délivrance? Cher enfant, je viens de recevoir ta petite carte qui me fait bien plaisir. Aussi, je te réponds tout de suite. Merci de tes bons souhaits. Moi aussi, je te souhaite une bonne et heureuse année. Et j'espère que c'est l'année de délivrance et de joie pour tous. Toi aussi, travaille courageusement et sois bon petit garçon. Le travail conduit au bien. Allons, au revoir mon petit, et pense un peu à ton père qui t'embrasse de tout cœur. Il continue sa progression et est promu lieutenant à titre définitif au 150e régiment d'infanterie le 1er décembre 1917. Son courage et sa bravoure sont une nouvelle fois salués. En février 1918, il reçoit la décoration de la Croix de guerre belge. En mars 1918, il est détaché au service aéronautique de Vineuil à Châteauroux. Fin de la guerre après 4 longues années de lutte. En décembre 1918, il est promu chevalier de la Légion d'honneur, comme on peut le lire sur la base Léonore. Il a alors 40 ans. En avril 1919, il est mis en congé illimité de démobilisation. En juin 1919, il retourne à Pont-Rousseau, en Loire-Atlantique, là où est restée sa famille pendant ces 4 longues années de séparation. Étant donné qu'on parlait très peu de Charles dans la famille, on ne peut que supposer qu'au moment de son retour, il ne reçoit pas l'accueil qu'il espérait et ne retrouve pas sa place de patriarche. Comme beaucoup de soldats de l'époque, à son retour, il doit faire face aux atrocités qu'il a vécues dans les tranchées et qui laissent des traces indélébiles. Les traumatismes de guerre sont mal connus et reconnus, mais pourtant bien réels et encombrants dans la vie des soldats. Comment retrouver une vie normale après avoir vécu tant d'événements où l'humanité s'est déchirée? Comment vivre alors que tant de frères d'armes n'ont pas survécu? Abîmés par la vie, ces hommes cherchent leur place, et il en est de même pour Charles. En 1924, il habite désormais Mauves-sur-Loire, en Loire-Atlantique, où il occupe un poste de garde des eaux et forêts. On comprend qu'une nouvelle fois, il quitte sa famille. C'est la rupture. Nous retrouvons sa trace sur des recensements de l'époque à Mauves-sur-Loire, puis au Cellier en 1931, commune de Loire-Atlantique. Une découverte surprenante. Sa famille ne sait que très peu de choses de cette période après-guerre, uniquement sa date et son lieu de décès. Ces informations permettent de tirer un fil de recherche qui commence par la consultation des recensements. À la lecture des archives de l'année 1931, on découvre que Charles ne vit pas seul. C'est une véritable surprise. Sur ce document, on peut lire que Charles, 53 ans, habite une maison qui porte le numéro 1 au lieu-dit de la Maison Blanche. Il est toujours garde forestier et les 2 lignes suivantes nous apportent des informations nouvelles. Dans cette maison de la commune du Cellier habite Henriette, déclarée comme sa concubine. En effet, Charles n'était pas divorcé d'Adélaïde, mais avait visiblement refait sa vie. Henriette est ménagère et sur la ligne suivante apparaît le prénom d'une petite fille, Charlotte. Elle a 4 ans. Troublant ce prénom si proche de Charles. Faut-il y voir un lien? Les recherches se poursuivent et permettent de remonter encore un peu plus le temps. Nous sommes maintenant en 1926. Charles et Henriette sont introuvables sur la commune du Cellier. Sachant que Charlotte est née à Mauves-sur-Loire, les recherches se poursuivent tout naturellement sur cette commune. Nous retrouvons la trace de Charles dans le quartier du Port, où il habite la maison numéro 37. Il apparaît comme vivant seul et est brigadier des eaux et forêts. Quelques lignes plus loin, à 2 maisons de Charles, nous retrouvons la trace d'Henriette. Elle est alors sans profession et habite au numéro 39 avec son mari et leurs 4 enfants. Des recherches restent à poursuivre, mais nous nous arrêterons là pour cette histoire. Voici les éléments archivistiques et généalogiques à retenir pour cette enquête. Case militaire. La fiche antérieure au matricule militaire, contenant moins d'informations, mais néanmoins importantes pour la description physique, et un bref état de service et d'éventuelles condamnations pénales. Ce document n'est pas consultable en ligne avant la classe militaire 1867 pour la majorité des départements. Le matricule militaire. La fiche est beaucoup plus détaillée sur le parcours militaire d'un soldat, contenant sa description physique précise, les campagnes auxquelles il a participé, les blessures,
les décorations de guerre et les différents lieux d'habitation. Les matricules militaires de la Première Guerre mondiale sont tous accessibles en ligne sur les archives départementales. La base Léonard, Une base de données consultable en ligne concernant toutes les personnes titulaires de la Légion d'honneur. le site Mémoire des hommes, C'est un site du ministère des Armées qui répertorie tous les soldats décédés en temps de guerre. le Grand Mémorial, En complément du site Mémoire des Hommes, ce site concerne tous les soldats ayant participé aux différents conflits depuis la Première Guerre mondiale, et il propose une indexation de leur matricule militaire en renvoi sur le site des archives départementales. le site du ch'timiste, C'est un site internet collaboratif où l'on peut retrouver par régiment les photos et documents divers concernant nos ancêtres soldats. le recensement, Un tableau ayant pour objectif de procéder à un dénombrement de population avec des renseignements précieux pour les recherches généalogiques. Pour une majorité de départements, ils sont consultables sur le site de leur archive départementale. les TSA, table de succession et absence, C'est un document complémentaire aux tables décennales pour retrouver des informations concernant un défunt. Quelques tables sont numérisées et disponibles sur certains sites des archives départementales. Il permet également de retrouver les héritiers d'une succession. Voici donc l'histoire d'un homme dont la vie a été dévouée à la nation. Un véritable homme de l'ombre que vous avez pu redécouvrir grâce à ses nombreuses correspondances. Ces cartes sont des témoignages du passé qui constituent un vrai trésor familial. Nous vous encourageons à préserver à votre tour tous les documents que vous pouvez avoir dans vos archives personnelles. Elles permettent un jour ou l'autre à ceux qui s'y intéressent de découvrir des pans de l'histoire oubliés ou passés sous silence. Nous vous remercions pour votre écoute et vous donnons rendez-vous prochainement pour un tout nouveau rendez-vous sur notre branche. à À très très bientôt. bientôt.